Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous souhaitez l'assistance du téléphoniste, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous êtes branché sur le web, veuillez demander un soutien dans la boîte de dialogue à l'écran. Je donne la parole à votre animatrice, Marie Bartram, directrice santé mentale et usage de substances, Commission de la santé mentale du Canada. Mary Bartram. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Nous allons évoquer l'appel d'offres sur la recherche communautaire en matière de cannabis et de santé mentale. Quelques éléments d'information. Pour écouter le webinaire en anglais, il n'y a pas de numéro à composer. Le son est diffusé par les haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous éprouvez des difficultés à entendre le webinaire en anglais, veuillez le signaler dans la boîte de dialogue. Nous sommes heureux de fournir un service d'interprétation simultanée ainsi qu'une boîte de dialogue intégralement bilingue. Vous pouvez communiquer dans l'une ou l'autre langue officielle. Si vous souhaitez visionner les diapositives en français, dites-le nous dans la boîte de dialogue. Si vous souhaitez écouter le webinaire en français, veuillez composer le numéro qui est affiché à l'écran. En tout temps, pendant le webinaire, veuillez nous envoyer vos questions dans la boîte de dialogue, en anglais ou en français. Nous avons prévu du temps à la fin du webinaire, mais vous pourrez également poser vos questions au fur et à mesure. Veuillez noter que cette séance sera enregistrée. Si vous souhaitez obtenir l'enregistrement, veuillez nous contacter à cannabis@mentalhealthcommission.ca. À la fin du webinaire, nous allons afficher une diapositive qui reprendra notre adresse et vous pouvez également télécharger les diapositives. Le fichier se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, je me présente les personnes qui interviendront aujourd'hui. Je suis le Dr Marie Bartram, directrice santé mentale et usage de substances à la Commission de santé mentale du Canada, et je vais animer la discussion et la période de questions. Vous allez également entendre Lynette Schick, qui est analyste de la recherche et des politiques à la CSMC. Joanna Oshoka, co-directrice du Center for Community-Based Research, et Rich Johnson, qui est également co-directeur du Center for Community-Based Research. Donna Atkinson est directrice du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone et Roberta Stout est associée de recherche au Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Nous sommes très heureux que toutes ces personnes aient pu se joindre à nous aujourd'hui. Survolons rapidement notre ordre du jour. Nous prévoyons que les présentations prendront environ 30 minutes. Nous devrions donc disposer d'une heure pour répondre à vos questions. Si vous êtes intéressé par la possibilité de présenter une offre pour un projet de recherche. Donc tout d'abord, nous allons vous donner un peu de contexte au sujet du projet, revoir les principes de la recherche communautaire et de la soumission de candidature, vous donner des renseignements sur le soutien qui est offert par les centres de recherche communautaire. Ensuite, nous allons donner la parole à nos invités qui vont passer en revue certains éléments du pourquoi et du comment de la recherche communautaire, ainsi que la méthodologie et les considérations reliées à la recherche autochtone. Et enfin, nous allons passer à la période de questions et à la conclusion. Alors, très rapidement, quelques mots au sujet de la Commission de la santé mentale du Canada. La CSMC a été créée en 2007 avec pour mandat de préparer la première stratégie canadienne en matière de santé, de réduire la stigmatisation des problèmes de santé mentale et de mobiliser le savoir au sujet de la santé et de la maladie mentale. En 2018, la Commission de santé mentale du Canada a reçu des fonds pour enquêter sur l'impact de la légalisation et de la réglementation du cannabis sur la santé mentale des personnes habitantes au Canada. Donc les impacts positifs et négatifs.
La Commission de la santé mentale du Canada a donc créé une équipe chargée de superviser ce travail. Et cette équipe est donc chargée de piloter l'initiative. Nous avons pour objectif d'éclairer les recherches relatives au cannabis et à la santé mentale, d'investir dans ces recherches, des recherches qui sont centrées dans le vécu et l'expérience vivante et qui visent à partager et mobiliser le savoir. Il existe trois grands volets de nos investissements dans la recherche. Tout d'abord, des subventions catalyseurs et il y a ensuite des subventions par équipe. Ce sont deux volets qui s'adressent au milieu universitaire. Il s'agit de concert avec l'Institut canadien de recherche en santé de développer des projets de recherche dans ce secteur. Et puis, enfin, il y a le volet des projets de recherche communautaire. La CSNC espère rassembler des données probantes au plan de la recherche de base, de la recherche de transposition, de la recherche clinique et de la recherche appliquée, et ce, dans le cadre d'investissements à court et à long terme dans les subventions catalyseurs et par équipe. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième volet, les projets de recherche communautaire. Alors, je suis heureuse de donner la parole à ma collègue Lynette Schick qui va évoquer les forums sur la recherche communautaire. Merci. Madame, je m'appelle Lynette Schick, je suis analyste de la recherche et des politiques. Je suis heureuse de parler de nos forums communautaires. Donc, préalablement à l'appel d'offres, nous avons organisé deux forums communautaires, un à Ottawa et un autre forum animé par les Inuits à Happy Valley Goose Bay, en partenariat avec l'Inuit Tapiri Kanatami et le gouvernement du Nunatsiavut, ainsi que le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Ces forums avaient pour but de rendre compte des lacunes en matière de recherche et des priorités des communautés. Nous en avons tiré des orientations quant à la structure et au devis de l'appel d'offres de projet de recherche communautaire. Nous nous sommes basés sur les recommandations tirées d'un tour d'horizon que nous avions commandé à l'Université de Calgary, qui a également mis en lumière des lacunes en matière de recherche et formuler des recommandations. I'm just looking to advance the slide. Un moment, je vous prie. Ah, voilà. Okay, thank you so much. Donc, so I'll provide a high-level overview of the très généralement, voici en quoi consiste ce volet de recherche. Entre 2020 et 2022, la CSNC va financer jusqu'à 12 projets de recherche communautaire. Il s'agit de projets de 2 ans qui seront financés à concurrence de 50 000 projets, de 50 000 $ par projet par année, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 $ par équipe. La date limite de candidature est le 23 avril 2020. Les investissements en recherche communautaire seront basés sur les principes suivants. Il s'agira de faire fond sur les points forts et non pas sur les faiblesses. Ce sont des projets coproduits qui n'excluront personne. Ils seront fondés sur l'expérience vécue. Ils seront sécuritaires sur le plan culturel. Ils pourront la diffusion des résultats pour le bien des collectivités et ils mettront l'accent sur l'équité et la lutte contre l'oppression. Ces projets se conforment particulièrement à des projets de recherche qualitatifs, mais ils peuvent tout à fait s'adapter à des projets de recherche quantitative ou mixte. Il importe de noter que la CSNC considère que les partenariats de recherche doivent être équitables et que tous les membres des partenariats soient valorisés, doivent contribuer aux décisions importantes et s'approprier les données, c'est-à-dire le savoir réuni ou acquis grâce aux recherches, et les impacts positifs de la recherche devraient également être directement avantageux pour la communauté. Comme nous l'avons dit, la CNSC a identifié des priorités de recherche sur la base d'un état des lieux et dans le cadre des 2 forums sur la recherche communautaire relatifs au cannabis et à la santé mentale que nous avons organisés. Voici donc un certain nombre de populations prioritaires
Donc vous pouvez voir la liste sur la diapositive. Nous espérons que les projets se concentreront sur les personnes qui ont un savoir expérientiel passé et présent de la consommation de cannabis ou de santé mentale, les membres des Premières Nations, les Inuits, les Métis, les immigrants, les réfugiés, les groupes ethnoculturels et racialisés, les personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer, ainsi que les communautés qui ont vécu diverses formes d'expression. Des personnes en situation d'itinérance, celles qui ont été démêlées à la justice, des travailleuses et travailleurs du sexe, des personnes qui achètent ou vendent des substances de façon illicite. Il importe de noter que tous les projets doivent porter sur la relation entre le cannabis et la santé mentale. Il ne suffira pas de proposer un projet portant sur le cannabis seul, sur la santé mentale seule. Il faut que les projets portent sur la relation entre les deux. Nous donnons quelques exemples. Par exemple, un projet pourrait porter sur des facteurs liés à la santé mentale qui influencent la décision de consommer du cannabis, les pratiques et les croyances culturelles entourant le cannabis et la santé mentale, ou bien les répercussions de la criminalisation sur la santé mentale des personnes qui consomment ou qui vendent du cannabis ou d'autres drogues. Qui peut soumettre sa candidature? Il n'est pas nécessaire d'être un chercheur d'expérience pour faire une demande. De fait, nous espérons qu'il s'agira d'une possibilité pour des personnes pour qui la recherche est quelque chose de nouveau, la recherche communautaire est quelque chose de nouveau. Et nous recherchons des projets qui sont pilotés par la communauté. Il pourrait s'agir, par exemple, d'organisations communautaires ou de coalitions. Il pourrait s'agir d'organisations communautaires desservant, représentant des communautés spécifiques, s'intéressant à la santé mentale, au bien-être, à la consommation de substances. Il pourrait s'agir de chercheurs universitaires collaborant avec au moins un organisme de nature communautaire ou dirigé par les pairs, ou il pourrait s'agir de nouveaux chercheurs, par exemple des étudiants de deuxième ou troisième cycle ou des praticiens non universitaires. Nous constituons actuellement un comité d'examen des propositions qui évaluerait les propositions que nous recevrions et nous nous assurerons dans le cadre de consultations avec des personnes qui ont l'habitude de constituer des comités d'examen, nous nous assurerons que ce comité comporte l'expertise et la représentation appropriée. Je tiens à noter que nous cherchons donc le savoir expérientiel passé et présent. Les anciens, par exemple, ces personnes doivent être représentées et détenir des rôles importants et doivent représenter au moins la moitié de l'équipe de base dans votre candidature. Nous espérons encourager des nouveaux chercheurs et que nous reconnaissons que des personnes ou des équipes auront peut-être besoin de soutien pour préparer leur demande. Nous avons mis en place des mesures de soutien. Alors, vous pourriez nous demander des informations. Je vais d'ailleurs le faire dans quelques instants. Donc, des centres de recherche communautaires sont à votre disposition pour vous aider à renforcer vos capacités. Il s'agit de centres de recherche expérimentés partout dans le pays qui pourront vous proposer une orientation gratuitement. Il s'agit du Center for Community-Based Research, du Center for Healthy Communities, de l'Inuit Tapiri Kanatami. Ça, c'est spécifiquement pour les candidats Inuit, du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, du Centre de collaboration nationale pour la santé autochtone et de l'Institut Wellesley. Alors, ces centres communautaires seront à votre disposition pour envisager votre demande et vous donneront une rétroaction, une orientation avant que vous ne la présentiez. Ils pourraient même vous mettre en rapport avec d'autres membres d'une équipe si vous voulez constituer une équipe. Donc, nous vous encourageons à manifester votre intérêt plutôt tôt que tard, si vous souhaitez travailler avec un centre de recherche communautaire pour élaborer votre proposition. Nous vous demandons de communiquer non pas directement avec l'un de ces centres, mais de contacter la CSMC en écrivant à cannabis@commissiondesantémentale.ca et nous vous mettrons en rapport avec le centre approprié. La date limite
pour demander un soutien à un centre de recherche est le 30 mars. À présent, je suis très heureuse de vous présenter les responsables de l'un de nos centres de recherche communautaires, donc Joanna Ochoka et Rich Johnson, tous deux du Center for Community-Based Research. Joanna Ochoka. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous parler. Nous avons préparé une rapide présentation afin de clarifier un peu l'approche de la recherche communautaire. Nous voudrions commencer par vous en dire un peu sur notre centre afin que vous puissiez disposer d'un contexte. Rich Johnson. Bon, le Center for Community-Based Research existe depuis 1982. C'est un organisme sans but lucratif actuellement établi sur le campus de l'Université de Waterloo. Nous nous efforçons de mener des recherches avec des personnes et sur les personnes. Nous avons réalisé plus de 400 projets. Nous avons commencé comme réaction à la recherche universitaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un campus universitaire. Il y a de plus en plus de gens qui se livrent à des recherches engagées au niveau communautaire. Nous n'avons pas de financement de base. Nous sommes animés d'un esprit d'entreprise et nous travaillons uniquement à titre contractuel. Joanna Ochoka. Donc, nous avons organisé cette présentation en 3 volets. Tout d'abord, qu'est-ce que la recherche communautaire? Ensuite, comment mener une recherche communautaire? Et comment obtenir de l'aide pour le processus d'évaluation éthique. Rich Johnson. Bon, si vous aimez les définitions, voilà une définition qui nous plaît, que nous utilisons souvent. La recherche communautaire est une méthode de recherche caractérisée par une participation active des parties prenantes, à savoir les personnes touchées par les questions étudiées, à toutes les étapes du projet, et ce dans le but de générer des résultats utiles susceptibles de produire des changements positifs. Alors, décortiquons un petit peu cette définition. Joanna Ochoka. Alors, les éléments essentiels de la recherche communautaire. La recherche communautaire représente une forme bien distincte de recherche, différente de toute autre forme de recherche. Nous utilisons un petit code pour nous rappeler la nature de la recherche communautaire. Et ce code résume bien la distinction entre la recherche conventionnelle et la recherche conventionnelle et les autres formes de recherche. Voici ce code. 3, 3, 4, 11. Nous allons vous l'expliquer pour expliquer en quoi consiste donc la recherche communautaire. Rich Johnson. Alors, les 3 traits distinctifs de la recherche communautaire sont les suivants. Les principes qui sous-tendent la recherche communautaire sont les suivants. Il s'agit d'une approche de recherche dirigée par la communauté. C'est-à-dire que la recherche a une incidence concrète sur les personnes qui sont touchées le plus directement par l'enjeu étudié et la recherche favorise leur autodétermination. Ce principe est relié à la tradition de recherche autochtone, notamment. La recherche communautaire est également participative. Elle pose la question, qui a un enjeu dans ce problème et comment pouvons-nous faire participer ces personnes de façon réelle, authentique au processus, afin que les membres de la communauté et les chercheurs exercent un contrôle équitablement partagé sur le programme de recherche, grâce à une participation active et réciproque à tous les stades du projet de recherche, conception, mise en œuvre et diffusion des résultats. Il s'agit de la tradition de recherche du Sud dans lequel chacun participe à la recherche, ce qui nous amène au 3e principe. C'est une méthode de recherche axée sur l'action. Le processus et le résultat
permettent aux membres de la communauté d'opérer des changements sociaux positifs et contribuer à la création de communautés où chaque individu se sent soutenu et accepté. Il s'agit de la tradition de recherche du Nord, dans laquelle le changement est un résultat souhaité de la recherche. Joanna Ochoca. Donc, voici le deuxième les trois fonctions de la recherche communautaire. La recherche communautaire a donc trois fonctions. La première fonction de la recherche communautaire est la production de connaissances. Il s'agit d'une recherche systématique et rigoureuse qui permet donc de produire des connaissances. Mais cela ne suffit pas. Il ne s'agit pas de la fonction unique de la recherche communautaire. La recherche communautaire vise également à mobiliser ces connaissances, donc aider les gens à connaître les résultats de la recherche, mais également comment ces résultats peuvent être utilisés. Donc il s'agit de diffuser les résultats, de les communiquer. Mais cela ne suffit pas. Et cela nous mène à la troisième fonction de la recherche communautaire, la mobilisation de la communauté, la mobilisation des gens en facilitant la création de relations, l'engagement et l'action. Bon, voilà donc la théorie de la recherche communautaire, les trois principes et les trois fonctions. Les deux chiffres suivants sont le comment, la manière pratique. Comment mettons-nous en œuvre des projets de recherche communautaire? Et là, il y a 4 phases, et si vous ajoutez toutes les boulettes, vous verrez qu'il y a 11 étapes qui ne sont pas linéaires, qui constituent un projet de recherche communautaire. Alors, les 4 phases sont les suivantes. Il s'agit de poser la fondation, la planification, la collecte et analyse de l'information, et puis agir, donner suite aux résultats. Comme dans tout projet de recherche, nous insistons sur les phases 2 et 3, planification et collecte et analyse de l'information. Nous ajoutons 2 phases dans les projets communautaires. La première phase, poser la fondation, et la 4e phase, agir, donner suite. Vous remarquerez, si vous regardez les diverses étapes, il y a des étapes relationnelles et des étapes techniques dans chacune de ces 4 phases. Dans chaque phase peut être considérée comme étant une négociation, une discussion entre les différentes parties prenantes du projet et les différents types de négociations relatifs à chaque phase. Quand nous considérons la phase 1, nous soulignons cette phase parce que c'est à ce moment-là que la négociation des rôles et des objectifs intervient. Il y a différentes étapes techniques qui visent à déterminer le but de la recherche, un but qui fasse l'objet d'un accord de la part de tous les intervenants. Et pour passer à l'étape 4, agir, donner suite, comme Joanna l'a dit, la fonction de la recherche consiste non seulement à apprendre et partager, mais à agir, à mobiliser les personnes, mobiliser les résultats. Il y a une phase qui est consacrée au partage des résultats. Un autre élément à noter, c'est qu'il y a une boucle de rétroaction entre les phases 2 et 3. Dans la recherche communautaire, il peut y avoir des changements apportés à la planification initiale en fonction de ce que l'on apprend au fur et à mesure de la réalisation de la recherche. Et c'est non seulement acceptable, mais c'est un élément qui renforce la recherche et permet de recueillir de meilleures données et de mieux mobiliser les parties prenantes. Un autre élément à souligner, la flèche allant de la phase 4 à la phase 1. Donc, de la phase agir, donner suite aux résultats de la recherche, à la phase 1, poser la fondation. Cette flèche laisse entendre que la recherche communautaire peut être considérée comme un cycle continu ou un cycle unique, afin que chaque projet de recherche ait son propre but, fasse intervenir sa propre équipe. Et que vous puissiez comprendre la recherche communautaire comme étant un processus dans lequel on n'est pas obligé de tout faire dans un seul projet, mais on peut progressivement mettre en œuvre ses objectifs.
Joanna Ochoca. Donc l'éthique, c'est très important dans la recherche communautaire. Et le grand principe de l'éthique, c'est de ne causer aucun préjudice aux individus ou à la communauté. Donc à ces deux niveaux-là, c'est très important. Donc la recherche doit être réalisée correctement, de manière à ce que tout le monde soit bien informé et comprenne les éléments de la recherche, sans connaître l'objet, ils doivent accepter de participer. Donc il y a un élément de consentement éclairé qui est indispensable. Tout au long du processus de recherche, il faut également songer à protéger tous les intervenants concernés, surtout lorsque nous travaillons avec des populations vulnérables. Il faut savoir qui utilisera ou consultera les données. Il faut reconnaître les dynamiques de pouvoir, les relations problématiques et les motivations sous-jacentes. Alors, tous ces éléments ressortissent à l'éthique. Il s'agit d'éléments très importants et à chaque phase, à chacune des 11 étapes d'un projet de recherche communautaire. Donc, au plan pratique, il existe différents mécanismes qui permettent de faire preuve d'éthique dans la recherche, un examen éthique externe de la recherche communautaire, nous en parlerons dans un instant, mais vous pouvez également songer à votre comité directeur qui guide votre projet de recherche comme ayant pour fonction de s'assurer qu'aucun préjudice n'est causé à chaque phase de la recherche. Et dans toute la mesure du possible, dans l'engagement, la formation des personnes qui ont un savoir expérientiel, il faut également qu'ils soient au courant des questions éthiques et qu'ils mettent en œuvre leur expérience. Sur la droite, vous pouvez voir que l'examen externe en éthique, je vous signale qu'il y a une organisation que notre centre a créée, qui est le Bureau d'éthique de la recherche communautaire. C'est un organisme entièrement bénévole qui réalise des revues éthiques pour les projets de recherche communautaire. Le conseil d'administration est constitué d'universitaires et de personnes œuvrant dans divers milieux communautaires. Il se conforme aux 3 principes de base: respect des personnes, souci du bien-être, souci de la justice, et on ajoute un 4e principe, le respect de la communauté, aux 3 considérations académiques traditionnelles. Voici le site web, il suffit de cliquer sur ce lien, c'est très convivial, vous pourrez faire réaliser des revues éthiques formelles ou bien obtenir des conseils en matière d'éthique. Joanna Ochoca. Le Community Research Ethics Office a conclu des accords avec divers établissements universitaires. Ces établissements universitaires pourraient également s'adresser au CREO pour gérer donc le volet d'éthique. Alors voilà qui conclut notre très brève présentation. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous serons heureux de répondre à vos questions et de connaître vos observations. Mary Bartram. Merci beaucoup, Joanna Ochoca, Rich Jensen, pour cet excellent survol des principes de la recherche communautaire. Je vous présente nos prochains conférenciers de l'un des centres communautaires qui sera disponible pour soutenir vos projets de recherche, Donna Atkinson et Roberta Stout du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Donna Atkinson. Bonjour, Donna Atkinson, je suis directrice du CCNSA. Si vous ne nous connaissez pas, notre centre est implanté à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, à Prince George, Colombie-Britannique. Nous sommes installés sur le territoire traditionnel de la nation Kwajalein. Je suis en compagnie de ma collègue Roberta Stout, qui est associée de recherche au centre et qui est basée dans le territoire du Traité 1 à Winnipeg. Alors, le CCNSA est l'un des 6 centres collaboratifs de santé publique établis en 2005 avec un financement de l'Agence de santé publique du Canada. Il y a des centres
collaboratifs ailleurs dans le pays qui s'intéressent à d'autres domaines, les maladies infectieuses, la santé environnementale, la santé dans les politiques gouvernementales, les méthodes et outils de transmission des connaissances et les déterminants de la santé. Ce dernier centre est l'un des centres communautaires qui participent à ce projet. Notre centre est unique car nous nous considérons sur la santé d'une population. Notre mandat consiste à renforcer les systèmes en santé publique et soutenir l'équité en matière de santé pour les Premières Nations et les Métis au Canada grâce à la synthèse, à la diffusion et à l'échange de savoir. Je note que nous n'avons pas pour mandat de réaliser des recherches nous-mêmes. Nous nous concentrons sur la mobilisation et la diffusion du savoir. Spécifiquement, nous assurons la promotion de la mobilisation et de la diffusion du savoir autochtone dans les pratiques et les politiques à tous les niveaux du système de santé publique ainsi que dans les politiques. Nous utilisons 3 méthodes en utilisant et en faisant connaître des recherches existantes et nouvelles sous un format utilisable, en repérant des lacunes en matière de savoir pour identifier des chercheurs à s'y intéresser, et en créant des réseaux en vue de faciliter l'échange et la mobilisation du savoir dans l'ensemble du système de santé publique. Nous avons 4 grands domaines de concentration. Les déterminants de la santé autochtone, la santé des enfants et des jeunes, les nouvelles priorités en matière de santé publique autochtone et les savoirs et la diffusion des savoirs autochtones. Je vais afficher un lien qui me note à certaines de nos ressources dans la boîte de dialogue afin que vous puissiez voir quel genre de projet nous réalisons. Nous avons récemment été reconduits par l'Agence de santé publique du Canada pendant 8 années, ce qui nous mène jusqu'en 2028, nous et les autres centres collaboratifs. Alors, je vais à présent donner la parole à ma collègue Roberta Stout qui va évoquer rapidement la question des projets de recherche communautaire dans le cadre de ce projet qui porterait sur la santé des Autochtones. Roberta Stout, bonjour. Je suis très heureuse de faire cette présentation au nom du CCNSA. Comme Donna Kitson vous l'a dit, je suis associée de recherche au centre, mais je suis également chercheuse CRI. Et j'ai participé à de nombreux projets de recherche communautaire depuis 20 ans, projets qui se sont concentrés surtout sur l'analyse qualitative basée sur le genre dans le cadre de projets participatifs. Il n'est pas possible d'évoquer tous les éléments que je voudrais signaler d'ici 5 minutes. Je souhaiterais partager avec vous certaines des considérations pratiques qui sont importantes lorsque l'on réalise des recherches auprès de communautés autochtones. J'ai appris pendant ma carrière que si je ne suis pas à l'aise au niveau d'un projet de recherche, du devis de projet, des questions de recherche, je peux être sûr que les personnes qui participeront au projet ne seront pas à l'aise non plus. Alors pour commencer, la recherche est enracinée, les recherches enracinées dans une éthique et dans le respect des relations engendrent de bons résultats. Cela peut paraître simple, mais c'est en fait compliqué. Il y a de longs antécédents de méfiance entre les communautés autochtones et les chercheurs, surtout lorsque les chercheurs ne sont pas issus de ces communautés. Vous pouvez en lire davantage dans le préambule du chapitre 9 de l'énoncé de politique tri-conseil sur les recherches mettant en jeu les personnes des Premières Nations inuits et métis au Canada. Étant chercheur, vous occupez une position de privilège, une position de pouvoir. Vous êtes en mesure de réunir et d'utiliser des, entre guillemets, données probantes qui vous sont livrées par des, entre guillemets, sujets afin que vous puissiez vous parer du titre d'expert, entre guillemets. Mais je pense qu'il y avait moyen de réaliser des recherches de façon à lutter contre cette dynamique de pouvoir. Des recherches qui soient sécuritaires au plan culturel, comme Wilson et Evolt l'ont dit, les chercheurs devraient idéalement utiliser une approche de pouvoir avec plutôt que de pouvoir sur. Les chercheurs
ont une lourde responsabilité dans la conception, la réalisation, la diffusion des projets, les projets de recherche communautaire dans les communautés, au sein des communautés des peuples autochtones. Il y a certaines considérations auxquelles nous recommandons que vous songiez lorsque vous commencerez à mettre votre proposition au point ou lorsque vous mettrez vos recherches en œuvre. Comprenez que votre projet de recherche doit être enraciné dans une solide éthique et mes collègues du CCBR en ont déjà parlé. Il s'agit d'un projet qui doit être sécuritaire au plan culturel. Il va sans dire que de bonnes recherches exigent un engagement personnel de temps afin de créer des relations respectueuses. Cela doit être incorporé dans votre proposition. Il s'agit également d'assurer que les personnes ou les communautés qui participent au projet de recherche comprennent leur rôle et leurs droits au sein du projet de recherche afin qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent poser des questions, qu'ils sont libres de participer ou non, qu'ils sont libres de se retirer, qu'ils peuvent être nommés ou demeurer anonymes. Bref, il y a des considérations fondamentales en matière d'éthique. Il faut également réaliser la recherche avec respect. Il faut tenir compte soigneusement des émotions et besoins des participants sans les juger. Il convient d'être conscient de la possibilité de déclencher une retraumatisation. Les participants ne sont pas des sujets qui servent aux chercheurs à faire progresser leur carrière grâce à des publications. Ce sont des personnes de la communauté qui participent au projet, qui participent au processus, qui doivent être habilités par ce dernier et qui doivent bénéficier de leur participation au projet de recherche. Par exemple, en récupérant des ressources, en ayant leur mot à dire dans la manière dont leurs mots sont utilisés, en bénéficiant d'un temps de bénévolat ou en participant à la diffusion de la recherche. Il faut également faire preuve de respect lorsque vous représentez les paroles et les récits. Il faut faire preuve d'exactitude, de vérité lorsque vous représentez ce qui vous a été communiqué. Vous ne partagez pas vous ne possédez pas les données. Vous jouez un rôle de facilitation. Vous n'êtes pas les experts, ce sont les femmes, les hommes, les communautés qui sont des experts et qui doivent être reconnus en tant que tels. En ce qui concerne la diffusion des connaissances, il est critique de songer à la manière dont les conclusions de recherche seront communiquées, seront diffusées. Sous quelle forme allez-vous réintégrer ça dans la communauté? Qu'est-ce qu'il y a de plus de bon sens pour la communauté avec laquelle vous avez travaillé? Est-ce que les membres de la communauté partageront à la diffusion de la recherche, dans le cadre de présentation, par exemple? Alors, en tant que chercheur, en milieu communautaire, vous devez être flexible. Vous ne pouvez pas supposer que les gens qui participent à votre projet de recherche sont à votre disposition, à votre gré. Il faut que vous soyez à leur disposition, que vous vous adaptiez à leur programme et il faut les indemniser correctement pour leur temps et leur expertise, en leur versant des honoraires, en les défrayant pour le coût de la garde d'enfants ou de leur déplacement. Et enfin, vous devez être prêt à répondre aux questions dans le cadre des projets de recherche communautaire. C'est un honneur d'entendre les récits qui sont partagés avec nous. Nous devons honorer ces récits lorsque nous leur donnons une diffusion plus générale. Il y a également des occasions à saisir lorsque l'on mène des recherches avec des personnes autochtones. Et pour les chercheurs autochtones en particulier, la réalisation de projets de recherche peut être particulièrement utile pour une nation, mais il faut qu'elle le soit pour l'ensemble des peuples autochtones. Les chercheurs ont la possibilité de sensibiliser le public canadien ou même les milieux internationaux et il est possible de modifier des politiques et des programmes pour améliorer la vie, voire de lever le fardeau de l'héritage colonial. Les projets de recherche peuvent engendrer de nouveaux projets de recherche positifs ou une consolidation des recherches. Il y a de nombreuses façons de mener un bon projet de recherche, de diffuser le résultat et la CSMC a inclus plusieurs liens importants dans son appel d'offres. Je vous suggère de vous familiariser
avec ces éléments lorsque vous mettrez au point votre proposition. En particulier, je souligne le chapitre 9 de l'énoncé de politique tri-conseil sur la participation des personnes des Premières Nations Inuit et Métis au Canada au projet de recherche, la stratégie Inuit nationale en matière de recherche et le document intitulé « Compréhension du consentement éclairé préalable ». Enfin, j'attire votre attention sur un atelier animé par le Dr Linda Pihui-Smith et par Bonnie Healy, deux chercheuses de haut niveau, intitulé « Causerie sur la recherche autochtone, la gouvernance et l'indigénisation ». Dans cette balado-diffusion, vous allez en entendre davantage sur les méthodologies de recherche auprès des autochtones, les modalités de création de savoir et les aspects reliés à la responsabilisation. Donc, si vous ne connaissez pas les auteurs de cette balado-diffusion, Bruce Smith est un auteur maori qui a écrit un livre qui est très novateur sur la décolonisation de la recherche. Bonnie Healy appartient à la confédération Blackfoot. Elle est co-rédactrice du chapitre 9 sur la recherche portant sur les personnes des Premières Nations Inuit et Métis au Canada. Le chapitre 9 donc, de la déclaration tri-conseil. Donc, je rends la parole à la Commission. Mary Bartram, merci beaucoup. Donna Atkinson, Roberta Stout, d'avoir participé à notre présentation en nous donnant des conseils très importants ainsi que des ressources vitales à prendre en compte dans l'élaboration des propositions intéressantes des communautés des Premières Nations Inuit et Métis. À présent, nous allons passer à la période de questions. Nous avons jusqu'à 14h30 pour répondre à vos questions. Donc, si ce n'est déjà fait, veuillez poser vos questions dans la boîte de dialogue. Première question. Est-ce qu'il y a une rubrique pour les critères, un gabarit pour les critères d'évaluation des propositions? Une grille d'évaluation. J'attire votre attention à la page 10 de l'appel d'offres. Et nous y résumons un certain nombre de critères. Fernanda. Oui. Alors donc, vous voyez donc les attentes qui sont énoncées à la page 10, mais bien sûr, comme on l'a dit dans notre présentation, il faut que votre proposition soit reliée au domaine de recherche prioritaire. Naturellement, il faut souligner le lien entre le cannabis et la santé mentale, ça c'est absolument vital. Il faudrait exposer vos méthodes de recherche proposées et puis il faut indiquer clairement comment ces méthodes répondent aux besoins des communautés. Il faudrait que nous puissions constater que les recherches émanent des communautés, que ce sont des recherches pour lesquelles il existe un besoin, et vous démontreriez dans le cadre de lettres de soutien et ainsi de suite que le projet de recherche est soutenu par la communauté dans laquelle vous prévoyez travailler. Il y a des critères plus détaillés qui sont exposés à la page 10, mais voici l'essentiel, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire. Mary Barcambo, Lynette a parlé tout à l'heure de la composition du comité d'examen. Notre intention est de veiller, dans toute la mesure du possible, à réunir des points de vue diversifiés au sein du comité, des points de vue qui soient représentatifs des populations prioritaires et qui sont ciblées pour cette opportunité de recherche. Est-ce que Joanna, Choka Rich-Johnson ou Donna Atkinson et Roberta Stout, vous avez quelque chose à ajouter en réponse à cette question au sujet de l'évaluation? Non? Très bien. Alors, la question suivante, est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire? Ça, je peux répondre. La réponse est non.
si nous recevons des propositions avant la date limite et que nous n'avons pas eu de vos nouvelles auparavant, eh bien nous allons, ce sera entièrement légitime. Si vous avez des questions, si vous voulez être mis en rapport avec un centre de recherche pour vous aider dans l'élaboration, vous pouvez nous contacter à l'adresse courriel que nous vous avons communiquée. Ensuite, est-ce qu'un organisme communautaire à but lucratif comme une clinique ou un dispensaire peut faire une proposition? Lynette, pouvez-vous esquisser une réponse? Lynette Check. Cette question exige une réflexion plus poussée. Je vous encourage à nous communiquer, à nous contacter si nous ne donnons pas une réponse suffisante. Je dirais qu'un organisme à but lucratif ne serait pas considéré en principe comme étant un organisme communautaire. Pour nous, un organisme communautaire, bon, il y a trois aspects. Ça pourrait être un groupe de personnes qui ont une implantation géographique partagée, ou encore une identité partagée, ou encore un groupe de personnes qui ont une activité, qui se livrent à une activité partagée. C'est ça une communauté. Donc, vous pouvez peut-être vous intégrer dans le troisième groupe, dans la troisième catégorie, mais en principe, je dirais non. Mais si vous voulez demander un complément d'information, adressez-vous par courriel. Mary Bartram, Joanna, Rich, avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet? Joanna Ochoka. Oui. Si une clinique à but lucratif est partenaire d'un projet de recherche, c'est acceptable. Il y a différents partenaires, différentes parties prenantes au sein d'un groupe donné, d'un projet donné. En fait, c'est préférable de réunir des points de vue très différents dans un projet, mais il faut qu'il s'agisse principalement d'un projet communautaire. La recherche doit être réalisée par des partenaires qui aient profité à la communauté, cibler la communauté et être accueillis par cette communauté. Mary Bartram. Merci, Joanna. Donna, Roberta, avez-vous quelque chose à partager? Je suis d'accord avec Joanna. Tant que la communauté a de bons rapports avec l'organisme et que c'est avantageux pour la communauté, au final. Mary Bartram, merci beaucoup. La prochaine question. Je me demandais si quelqu'un qui n'a pas d'expérience pouvait participer à cette recherche. À qui dois-je adresser cette question? Alors, comme on vous le présentait il y a un moment, nous espérons effectivement que cette occasion de recherche sera ouverte aux gens qui n'ont pas d'expérience de recherche. Alors, si vous cherchez aussi des moyens d'être mis en contact avec une équipe, nous vous encourageons à communiquer avec nous. Je sais qu'une personne jusqu'à présent nous a écrit car elle était intéressée mais avait besoin de conseils pour trouver à constituer une équipe. Et tant que faire se peut, nous essaierons d'établir des rapports entre vous. Lynette, vous avez quelque chose à ajouter? Lynette Chic. Non, je dirais tout simplement que, bon, il y a des gens qui nous ont déjà écrit, des gens qui ont de l'expérience, qui cherchent à avoir de nouveaux rapports. Nous avons aussi des chercheurs qui veulent des contacts dans la communauté, alors nous serons heureux de vous mettre en contact. Et donc, j'espère que nous pourrons vous jumeler avec la plateforme parce que c'est un travail qui peut être fait par la plateforme, le hub également. Mary Bartram, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à ajouter à ce propos? Rich, oui. Vous savez, c'est très fréquent en recherche communautaire, des gens qui n'ont pas d'expérience dans la recherche. Un grand nombre de nos projets ont justement des chercheurs en tout début de carrière.
C'est un bon moyen pour nous de renforcer la capacité en recherche communautaire et de créer de nouvelles actions. Mary Barton, merci beaucoup. Question suivante. Est-ce que ça s'adresse à tous les territoires et toutes les provinces? Oui. C'est une subvention de recherche qui est disponible à des demandeurs de partout au Canada. Alors, nous vous encourageons à envoyer des propositions d'un océan à l'autre. J'ignore si les autres ont quelque chose à ajouter. Bon, n'entendant personne, est-ce que cette recherche peut servir à une recherche déjà financée? Alors, je vais demander à Lynette d'entamer la réponse. Lynette Chic, excellente question. Alors, étant donné que la demande de proposition et le projet vise à encourager des nouveaux chercheurs, des gens qui ont une expérience vécue, d'autres membres de la communauté, des gens à qui on peut faire une nouvelle place. Dans ce cas-là, les recherches qui sont déjà financées ne sont pas une priorité. Mary Bartram, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Bien, n'entendant personne, merci beaucoup. La prochaine question. Les gouvernements autochtones peuvent-ils détenir la subvention? Je vais demander à Donna et Roberta de commencer à répondre et je pourrai renchérir par la suite. Excusez-moi, je n'ai pas la demande de proposition devant moi. Et je pense qu'il faudrait s'y reporter. Mary Bartram, oui. Bon, ben dans ce cas, je vais commencer à répondre. Je crois que les gouvernements autochtones sont admissibles tant qu'ils respectent les critères de la demande de proposition. S'agissant de qui peut être titulaire de la subvention, peut-être que Lynette devrait vous donner quelques renseignements supplémentaires afin que vous sachiez quel type d'organisme peut en fait recevoir et détenir ce financement. Lynette Chic, merci. Alors, comme on dit dans la demande de proposition, il est question de type de demandeur, de candidat. Alors, vous allez voir, entre autres, des organismes de pairs ou des coalitions de pairs qui sont des organismes de défense d'intérêts, des organismes sans but lucratif qui desservent des populations autochtones, métisses, LGBTQ, néo-canadiens, ou alors des organismes dont le mandat est de se pencher sur la santé mentale et la toxicomanie. Nous avons aussi des chercheurs universitaires qui travaillent en collaboration avec des organismes communautaires. Alors, je ne vois rien qui n'exclurait un organisme pan-canadien inuit, par exemple, de proposer une demande. Et d'ailleurs, on accueillerait avec beaucoup de bonheur ce genre de demande. Mary Bartram, qu'en est-il des gouvernements autochtones? En ce qui me concerne, je ne vois pas de raison pour laquelle un gouvernement autochtone serait exclu et ne pourrait pas détenir le financement. Là où il y a des problèmes d'admissibilité, c'est si, par exemple, la demande est formulée par une personne. Par exemple, si une personne n'était pas rattachée à une équipe ou un organisme, qu'il s'agisse d'un gouvernement autochtone ou alors d'un établissement universitaire, dans ce cas-là, communiquez avec nous et nous tâcherons de vous trouver une équipe. Globalement, s'il s'agit d'un organisme quelconque avec qui on peut conclure une entente de financement, on pourrait effectivement avoir des récipiendaires de tous ordres. Là où ça pourrait être problématique, c'est si on avait un individu seulement. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à ajouter à ce propos? Bien, merci. Alors, la question suivante. Notre milieu de travail se demande s'il y a des restrictions par rapport aux dépenses. Par exemple, peut-on acheter du cannabis ou est-ce exclu? Lynette.
Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la demande de proposition? Lunettes chic. Il faudra peut-être que vous me donniez le temps de faire des recherches. Je crois que dans ce cas, il faut des permis de recherche particuliers de Santé Canada. Alors dans ce cas-là, il faudra sans doute consulter Santé Canada. Alors envoyez un courriel, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous donner une réponse un peu plus complète. Mary Bartram, quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter? Bien, merci. Ensuite, la prochaine question. Comment cette subvention s'inscrit-elle dans la subvention catalyseur cannabis et santé mentale des IRSC? Lynette. Lynette Chic. Bon, excellente question. On les voit comme des occasions de subventions complémentaires. Les IRSC ont des critères différents pour leurs demandes, pour la composition des équipes de recherche. Il faut avoir certaines qualifications. Alors, les subventions des IRSC, subventions catalyseurs, sont généralement accordées à des demandeurs du milieu universitaire. Et ce n'est pas forcément de la recherche d'ordre communautaire. Ce sont souvent des recherches axées sur une méthodologie quantitative. Cette occasion-ci s'axe exclusivement sur la recherche communautaire. Et d'ailleurs sur des chercheurs qui ne sont pas rattachés à un établissement universitaire, des chercheurs en très tout début de carrière. Alors, on veut créer une nouvelle place à des gens qui, autrement, auraient peut-être du mal à obtenir des subventions comme celles octroyées par les IRSC. Mary Bartram, est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à ajouter là-dessus? Autrement, je vais demander à l'équipe du webinaire d'envoyer les liens pour les subventions catalyseurs. C'est un peu compliqué parce que la demande de proposition pour ces recherches a lieu exactement au même moment. Alors, ce serait bien d'inscrire le lien, de sorte que si nos candidats veulent comparer les deux possibilités, qu'ils puissent le faire aisément. Bien, la prochaine question. Est-ce qu'un examen éthique interne dans la communauté est considéré valide plutôt qu'un organe externe d'examen des questions éthiques? Alors, je vais commencer à demander à Joanna et Rich de répondre. Joanna Ochoka. Ça dépend du contexte. Ça dépend de la communauté, des gens qui travaillent au projet de recherche. La décision doit être prise là. Un bureau d'éthique de la recherche serait utile. Les universitaires, par exemple, doivent passer par un comité d'éthique. Maintenant, est-ce suffisant? Voulez-vous constituer un comité d'éthique communautaire? Cela dépendra du projet. Mary Bartram, merci beaucoup. Donna, Roberta, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, nous sommes d'accord. Ça dépend vraiment du contexte. Et c'est le contexte qui déterminera le processus. Mary Bartram, très bien. Alors, si vous avez des questions comme celle-là qui sont plus pointues, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous pourrons en discuter plus avant, tandis que vous préparez votre proposition et d'ailleurs vous mettre en contact avec des ressources au besoin. Formidable. Alors, les chercheurs peuvent-ils avoir des antécédents autres
que dans la santé mentale, même s'ils ont, par exemple, de l'expérience dans le traitement de la dépression à partir de cannabis. Mary Barton, tout à fait. Nous sommes fort intéressés par tout type d'expérience. Comme Lynette Chick le disait, nous cherchons des projets qui traitent de la relation entre la cannabis et la santé mentale, mais il n'y a pas de définition ou de critères pour le type d'expérience qui limiterait ce genre de recherche. Alors, ce que vous avez décrit est précisément ce que nous cherchons, le genre d'expérience que nous cherchons. Est-ce que quelqu'un qui participe à l'appel aurait quelque chose à ajouter? Ou bien, vous êtes peut-être un chercheur autochtone qui travaille généralement en santé et bien-être autochtone, pas forcément axé sur le cannabis, mais vous travaillez dans votre communauté et vous voulez présenter une proposition. Dans ce cas, ça serait une bonne adéquation. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un CV en recherche associé au cannabis ou à la santé mentale pour vous qualifier. Mary Barton, merci Lynette. La prochaine question. Est-ce qu'un chercheur universitaire doit obtenir une approbation éthique de son université et de la communauté? Comme on le disait un peu plus tôt, alors je vais commencer et je vais demander aux autres de renchérir. Ce que je comprends, c'est que ça dépend du contexte. Il n'est pas nécessaire de se servir du conseil de l'éthique dans la recherche, c'est seulement si vous n'avez pas accès à un conseil dans le contexte de votre proposition. Alors très certainement, comme chercheur du milieu universitaire, si vous participez à une proposition, vous aurez sans doute besoin d'obtenir l'approbation de votre établissement, mais il sera peut-être aussi nécessaire d'envisager une approbation d'un autre conseil. Or, ça n'a pas besoin d'être le conseil d'éthique dans la recherche communautaire dont on parlait il y a un moment. Est-ce que les autres sont d'accord avec moi? Joanna Ochoka. Eh bien, ça dépend du conseil. Certains conseils universitaires sont très conventionnels. Alors, parfois, ces conseils apportent des suggestions et veillent à ce que le processus comprenne la communauté et soit réalisé dans le respect à la fois de la communauté et de l'université. Il faut que la demande auprès du conseil d'éthique soit constructive, qu'elle soit utile au groupe, que ça puisse orienter la recherche, non pas tout simplement cocher une case. Mary Bartram. Merci, Joanna. Donna, Roberta, Rich, avez-vous quelque chose à ajouter? Lunatic, non, je suis d'accord. Ça dépend vraiment de votre université ou de votre établissement d'attache. Chacun a ses propres lignes directrices et donc il faut les respecter. Rich Jansen, nous avons eu des partenaires universitaires qui ont choisi de passer par le bureau de l'éthique dans la recherche au lieu du conseil de l'éthique dans la recherche de leur université, mais ils ont dû conclure une entente entre le conseil de leur université et celui de la communauté. C'est une possibilité également. Si un universitaire, pour une raison ou l'autre, estime que son université ne comprendra pas forcément l'aspect communautaire de la recherche, il pourra toujours s'adresser au conseil de l'éthique dans la recherche. Mary Bartram, merci. Alors, je vais voir si nous avons d'autres questions.
Bien, alors, merci. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Est-ce que les partenariats avec des municipalités et des unités de santé publique locales sont acceptables? Oui. En cours, oui. Tant que les partenariats sont approuvés par la communauté. Donc, dans ce cas-là, les partenariats avec les municipalités et les unités de santé publique locales sont parfaitement acceptables et tout à fait logiques d'ailleurs. Prochaine question. Est-ce nécessaire d'inclure un membre d'un corps enseignant universitaire? En bref, non. Les équipes de recherche ne doivent pas être affiliées avec un établissement d'enseignement. Avoir un chercheur dans la communauté qui puisse vous aider peut être fort utile, évidemment, mais ça n'est pas une exigence. Vous n'avez pas besoin d'être affilié à un établissement d'enseignement. Et étant donné que nous tâchons de promouvoir et de renforcer la capacité de recherche au niveau communautaire, il est parfaitement admissible d'avoir des approches autres qu'universitaires. Cela dit, les chercheurs universitaires sont les bienvenus. Alors, la prochaine question, est-ce qu'il existe une déclaration sur les conflits d'intérêts? Je ne pense pas que ça fasse partie de la demande de proposition. Cela dit, ce sera sans doute quelque chose qui sera traité par le processus d'éthique. Évidemment, ce sera adapté au contexte. Cela dit, je vais demander à mes partenaires en ligne de répondre autre chose s'ils ont quelque chose à ajouter. Alors, la question était de savoir, est-ce que les propositions doivent déclarer tout conflit d'intérêts? Une question touchant la demande de proposition, ça ne se trouve pas dans la demande de proposition. Alors, je ne sais pas si mes collègues ont des conseils à donner. Autrement, on pourra faire un suivi ultérieurement par courriel. Bien. Alors, je propose que vous nous envoyez une question à ce propos par courriel. Et on verra aussi ce qu'on peut faire pour afficher peut-être un document comme une foire aux questions, des questions fréquemment posées par les candidats afin de répondre à certaines de ces questions que se posent sans doute bien les candidats. Bien. Ah, pardon, celle-là, on y avait déjà répondu. Prochaine question. Est-ce que les étudiants étrangers peuvent participer à ce projet? Oui, tout à fait. Les étudiants étrangers peuvent être membres de l'équipe, mais la demande de proposition est claire à l'effet que la recherche doit être faite au Canada. Est-il possible d'avoir un projet conjoint de subventions séparées qui travaillent au même projet? Excusez-moi, nous devons faire une petite pause. Je crois qu'un projet conjoint pourrait être envisagé. En fait, on veut que ce soit simple, mais on veut aussi réagir aux questions, interventions au niveau communautaire. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous devriez peut-être poser sous forme de questions par courriel auprès de nous, pour qu'on puisse en débattre. Alors, la prochaine question. Un organisme communautaire qui représente des parties prenantes peut-il détenir la subvention?
Je crois que oui. Il ne s'agit pas d'une personne en particulier, que c'est un organisme, c'est possible. Mais on le répète, en particulier, ne peut pas être détenteur des fonds. Quels sont les mécanismes de reddition de compte? Est-ce que c'est trimestriel ou alors une fois l'an à la fin du projet? Lynette? Lynette Chic. Alors, c'est un rapport annuel. Les équipes retenues, cependant, pourront discuter avec nous d'une déclaration différente des résultats. Mary Barker, merci. Est-ce que mon université et un organe d'éthique externe doivent participer au projet, je dois obtenir leur approbation? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. S'agissant de la composition de l'équipe, s'il s'agit d'informer les prestataires de soins, donc les prestataires sont des prestataires de soins de santé mentale, les personnes qui ont une expérience peuvent-ils être les prestataires de soins de santé mentale eux-mêmes? Alors, je pense que ce que vous demandez, c'est est-ce que les prestataires de soins communautaires peuvent être récipiendaires de la subvention. Alors, il s'agit pour nous d'examiner les populations prioritaires pour la subvention. Ainsi, vous pouvez présenter un argumentaire pour les prestataires de soins de santé mentale qui fassent partie de ces populations prioritaires. À ce moment-là, oui, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile d'argumenter en faveur d'un soutien pour les professionnels de la santé. J'ignore si mes collègues ont quelque chose à ajouter. Lynette, avez-vous quelque chose à ajouter? À savoir si une communauté de prestataires de soins pourrait être admissible selon les critères? Lynette Chic. Eh bien, les prestataires de soins devraient rejoindre une autre communauté. Se conformer aux critères, par exemple, étant gay, lesbienne, transgenre, ou alors prestataires de soins qui sont des nouveaux venus au Canada, enfin quelque chose de ce genre, mais en soi, les prestataires de services ne sont pas une communauté prioritaire. Alors, la prochaine question sera peut-être un peu similaire. Pouvez-vous nous donner davantage de renseignements sur le fait que la moitié de la demande doit tenir compte de personnes âgées ou de personnes qui ont une expérience vécue? Est-ce que j'ai bien compris? Lynette, pouvez-vous étoffer un peu? Oui, tout à fait. Alors, l'observation était au moins la moitié de votre équipe, ou non, plutôt, les gens qui ont une expérience vécue d'utilisation du cannabis pour traiter certaines maladies mentales, ainsi que d'autres membres de la communauté, dont des personnes âgées, doivent avoir un rôle important dans votre équipe et avoir au moins occupé la moitié des postes importants de votre groupe. Par exemple, si vous êtes une équipe de 6, au moins 3 personnes doivent être des personnes qui ont une expérience vécue ou alors des membres de la communauté. Mary Bartram. Alors, nous comprenons que les universitaires ont souvent eux aussi une expérience vécue. Ce sont aussi des membres de la communauté. Alors, il s'agit tout simplement pour vous de présenter les choses de la sorte dans votre proposition. Alors, s'agissant de la communauté, est-ce qu'il y a un nombre minimum de personnes exigées pour participer à la recherche? Je vais demander à Joanna et Rich de répondre à la question. D'après votre expérience, puisque vous avez travaillé avec des équipes de recherche communautaire, avez-vous des conseils à donner concernant la taille de l'équipe? Quelle est la fourchette, si vous voulez, qui fonctionne le mieux? Et ensuite, nous verrons si Donna et Roberta ont quelque chose à ajouter. Joanna Ochoka, eh bien, d'une part, il y a la structure du projet et de son équipe. Alors, l'équipe
exige un composant recherche et exige aussi une représentation des parties prenantes. Vous pouvez avoir un groupe de jusqu'à 10 personnes. 10, ce sera sans doute trop. Donc, il vous faut des représentants des parties prenantes qui travaillent ensemble pour orienter l'étude de recherche. L'équipe, quant à elle, peut être plus petite. Donc, vous auriez un comité directeur, si vous voulez, qui orienterait les travaux de l'équipe de recherche, qui produirait des données, analyserait les données et travaillerait en collaboration avec ce grand comité, ce comité directeur. Cela dit, le deuxième aspect concerne les données. Et les données touchent des gens qui ont une expérience vécue ou encore la perspective de prestataires de services. Alors, vous pouvez faire une grande collecte de données avec un plus grand nombre de personnes selon la méthode. Et vous servez d'une enquête, d'entrevue, de groupe de discussion. Alors, les participants à la recherche seront bien plus nombreux que le nombre de personnes qui feront partie de l'équipe à proprement parler, responsable de la rédaction du rapport et de la mise en œuvre de l'étude. Mary Bartram, merci. Donna, Roberta, avez-vous quelque chose à ajouter? Concernant la taille de l'équipe et aussi des participants à la recherche? Eh bien, ça dépend de la question de recherche et de la méthodologie employée. Vous devez demander à votre équipe potentielle qui doit participer. Alors, la prochaine question. C'est la première fois que je participe à ce genre de subvention. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de conseils sur la constitution de l'équipe? Je vais demander à Lynette de commencer. Lynette, bon, excellente question. Une question très importante. C'est un peu difficile de vous dire précisément combien il faut avoir de gens, combien il faut les rémunérer. Bon, rémunérer à un montant suffisant. Mais ce qu'on essaie de déterminer, c'est qu'il y a des écarts entre les gens qui font partie de votre projet. Donc, ne pas avoir un universitaire qui reçoit un montant qui soit le double ou plus que ceux qui ont une expérience vécue. Et on ne veut pas non plus que les gens que les participants reçoivent des cartes cadeaux s'ils sont des gens qui ont une expérience vécue parce que à ce moment-là, leur participation devient trop symbolique. Alors là où on veut en venir, c'est que les gens doivent être payés convenablement et de manière relativement uniforme au sein de l'équipe. Mary Bartram, merci. Joanna, Rich, Donna, Roberta, vous avez quelque chose à ajouter? Joanna ici. Une question budgétaire. Comme Lynette le disait, il y aura des gens qui auront des rôles différents dans votre activité. Ceux sont déjà payés parce qu'ils touchent un salaire. D'autres n'ont pas ces ressources. Et donc, justement, le comité dont je parlais devrait se pencher sur la question et déterminer l'équité du partage des ressources dans le cadre du budget. Mary Bartram, merci beaucoup. Donna, Roberta, vous avez quelque chose à ajouter?
Non, rien du tout. Mary Bartram, bien. Alors, donnez-moi un petit moment, j'essaie de lire les questions suivantes. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si ce n'est pas le cas?